Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. La vessie est le réservoir le plus ventral dans la cavité pelvienne, c'est le réservoir de l'urine. La vessie rassemble l'urine produite par les deux reins. Nous verrons comment la vessie va pouvoir se laisser distendre pour se remplir, tout en permettant une continence, un système anti-reflux, c'est-à-dire l'absence de reflux de l'urine vers le haut, vers les uretères. La vessie est un réservoir du pelvis, un réservoir impair et médian. La vessie est le réservoir de l'urine produite par les deux reins. L'urine rejoint la vessie en passant par les uretères gauche et droit. La vessie est un muscle creux qui est situé immédiatement derrière la symphyse du pubis, c'est donc le réservoir le plus antérieur dans la cavité pelvienne. Ce muscle va donc se distendre en fonction du remplissage par l'urine. La vessie a donc une forme extrêmement variable en fonction de ce remplissage. La vessie est très malléable. À l'extrême, lorsque la vessie sera pleine dans des phénomènes pathologiques et lorsque sa vidange sera bloquée, on parlera de globe vésical parce que nous verrons que en cas de remplissage extrême de la vessie va prendre une forme presque sphérique. Le fait d'être situé immédiatement en arrière du pubis lui assure une protection contre les traumatismes antérieurs de l'abdomen. Nous verrons qu'il y a, en plus des muscles de la paroi antérieure de l'abdomen, un système de protection par l'intermédiaire d'une loge graisseuse et vasculaire qui s'interpose entre la symphyse pubienne, la paroi abdominale antérieure et la vessie elle-même. Voici sur cette vue latérale gauche de la vessie des informations qui vont vous permettre de mieux comprendre la forme de ce réservoir. La vessie est ici représentée derrière la symphyse pubienne. Nous montrons ici une vessie vide. Voici sa face supérieure, qui est donc concave. Cette face supérieure, lors du remplissage, prendra une forme de plus en plus arrondie, de plus en plus convexe. Sur le schéma en bas à droite, nous montrons, face après face, que la vessie prendra la forme, petit à petit, d'une pyramide étirée vers le haut et l'avant. Étirée vers la zone que l'on appelle l'apex de la vessie. C'est le sommet de la pyramide. La vessie est suspendue au niveau de son apex par l'ouraque, suspendu à la face profonde de l'ombilic. La face latérale gauche est tout à fait symétrique de la face latérale droite. La face latérale droite n'apparaît pas, bien évidemment, sur ce schéma. Elle est à l'arrière-plan. Il reste une face dorsale qui va recevoir la terminaison des uretères. Voici l'uretère droit, l'uretère gauche, qui se rapprochent au niveau de leur terminaison. Le point le plus déclive de la vessie va correspondre à l'orifice de vidange du réservoir, c'est-à-dire l'urètre. La limite entre les faces supérieures et postérieures prend le nom de corne vésicale, une à gauche, l'autre à droite. Voici une vue de face de la vessie avec deux niveaux de remplissage. La vessie apparaît ici derrière la symphyse du pubis. On reconnaît de chaque côté les foramen obturés gauche et droit. Voici la face supérieure de la vessie vide.
légèrement concave et au fur et à mesure de son remplissage, la vessie prend une forme presque sphérique. On parle de dôme vésical. La vessie, lorsqu'elle est pleine de façon pathologique, peut même atteindre la hauteur de l'ombilic. On ressent la sensation de besoin d'uriner lorsque la vessie contient plus que 300 ml d'urine. Le remplissage maximum d'une vessie normale est de 700 ml. La contenance de la vessie est légèrement supérieure chez la femme que chez l'homme. Mais bien évidemment, dans les phénomènes pathologiques, la vessie peut être encore plus remplie que ce maximum de 700 ml. Au-delà, on parle de globe vésical. Il s'agit là d'une vessie bloquée, soit bloquée par un obstacle sur la vidange, c'est-à-dire sur l'urètre, soit une vessie qui est paralysée pour des raisons neurologiques. Et ainsi, un globe vésical peut contenir 1 litre, 1,5 litre d'urine. C'est dans ces cas-là seulement que la vessie peut atteindre le niveau de l'ombilic, au niveau de la paroi abdominale. Voyez par transparence la position du trigone vésical. Le trigone vésical est cet espace triangulaire qui est formé par la terminaison des urtères et la naissance de l'urètre. Nous avons parlé de cet espace en embryologie. Eh bien, voyez par contre que ce trigone vésical, quel que soit le niveau de remplissage, se projette toujours en dessous de la symphyse pubienne. C'est la partie fixe de la vessie. Et encore une fois, c'est la face supérieure qui va essentiellement, par son extension, faciliter le remplissage. Le reste de la vessie sera pratiquement immobile au fond de l'entonnoir pelvien. Voici une coupe horizontale de la vessie. On observe sur cette coupe la partie inférieure de la coupe, c'est-à-dire le fond du réservoir urinaire. On peut noter dès à présent que ce réservoir a une paroi extrêmement épaisse, d'environ 1 cm d'épaisseur. Ce qui fait la plus grande partie de cette épaisseur, c'est la musculeuse de la vessie. Cette musculeuse s'appelle le détrusor. L'intérieur de la cavité vésicale est tapissé d'une muqueuse. Voici l'urtère droit et de l'autre côté du schéma la terminaison de l'urtère gauche. Les deux urtères s'ouvrent dans le réservoir urinaire, dans la vessie, par un méa urétéral qu'on appelle aussi l'ostium de l'urtère. Il existe entre la terminaison des deux urtères gauche et droit une surélévation de la muqueuse. Cette surélévation qui semble être tendue d'un ostium à l'autre s'appelle la barre interurétérale. Il y a seulement 2,5 cm d'écart entre la terminaison des deux urtères. Le troisième orifice du réservoir, l'orifice de vidange, est l'orifice de l'urètre. Il est au fond d'une zone en entonnoir qu'on appelle le col vésical. Les ostiums des urtères sont dorsaux et l'orifice urétral est impair, médian et vers l'avant du réservoir. Il est séparé d'environ 3 cm de la barre interurétérale. Cette disposition est importante à noter. Elle est très utile en clinique pour l'exploration de la vessie. Le meilleur moyen d'explorer l'intérieur de la cavité vésicale est de réaliser une cystoscopie, c'est-à-dire
d'introduire une optique dans l'urètre et, avec cette optique, d'observer l'intérieur de la cavité. Il est parfois très difficile de se repérer dans la vessie. Le meilleur moyen est d'abord de repérer la barre interurétérale. Et si l'on suit cette barre vers la gauche et vers la droite, on retrouvera systématiquement les méas urétéraux. Le triangle formé entre les deux méas urétéraux et l'orifice urétral s'appelle le trigone de la vessie. Toute cette zone de la vessie dérive de l'appareil wolffien, c'est-à-dire du mésoderme. Le reste de la vessie a une origine entodermique, comme le sinus urogénital. Voici une coupe sagittale de la vessie à l'endroit où elle est traversée par la fin de l'urétère. Cette diapositive va insister sur le trajet intramural des uretères. C'est en effet cette disposition qui va réaliser un système anti-reflux pour l'urine. En effet, les uretères vont propulser l'urine sous pression dans la vessie va se remplir, et même lorsque la pression va augmenter dans la vessie, il ne faut pas que l'urine puisse partir à rebours, c'est-à-dire remonte dans l'uretère, et augmente la pression de l'uretère et donc du rein. On avait déjà expliqué que le rein ne supporte pas l'hyperpression dans ses cavités excrétrices. Le reflux vésico-urétéral est donc un phénomène pathologique qui détruit progressivement les cavités rénales et le rein. L'abouchement des uretères dans la vessie est fait pour éviter ce reflux vésico-urétéral. Et le premier système anti-reflux, c'est le trajet lui-même, c'est-à-dire qu'il y a 2 cm d'uretère dans la paroi de la vessie. Il y a un décalage entre le point d'entrée de l'uretère dans la vessie et son point de sortie à l'intérieur de la vessie. Ce décalage est une sorte de chicane, et cette chicane forme un système anti-reflux. En fait, le système est plus complexe que cela, puisqu'il faut une parfaite synchronisation des mouvements de reptation de l'uretère et des mouvements de contraction du détrusor. Nous allons expliquer cette disposition sur le schéma qui est à droite de la diapositive. C'est une coupe sagittale qui passe par la terminaison de l'uretère dans la vessie. Voici tout d'abord la muqueuse de l'uretère en vert qui se prolonge sans différence avec la muqueuse de la vessie. Autour, on trouve une couche musculaire circulaire en rouge au niveau de l'uretère qui va se prolonger avec la musculeuse circulaire de la vessie. Plus en périphérie, la couche musculaire longitudinale de l'uretère va se prolonger avec la couche musculaire longitudinale de la vessie. Et puis, il y a une troisième couche musculaire à l'intérieur de la vessie, donc dans le détrusor. C'est une couche plexiforme qui est entre la couche circulaire et la muqueuse. Cette couche plexiforme, comme son nom l'indique, forme un système de fibres musculaires en treillis autour de la muqueuse, et à la coupe, les fibres musculaires plexiformes ne sont donc pas présentes de façon continue. L'ensemble des couches musculaires s'appelle donc le détrusor. Il y a donc 3 couches musculaires pour la vessie, 2 couches pour l'uretère. L'uretère est enveloppé dans l'adventice, qui est cette lame, cet étui porte-vaisseau qui nourrit l'uretère. L'adventice se prolonge avec le fascia pelvien viscéral qui enveloppe le réservoir vésical. Voici une vue de face du trigone vésical qui représente les 2 méas urétéraux. Ici, le méa urétéral droit est fléché. La couche musculaire longitudinale de l'uretère va créer
un système de lasso hélicoïdal autour de l'urtère dans l'épaisseur de la vessie. C'est-à-dire que lorsque la couche musculaire longitudinale de l'urtère va se contracter, elle va raccourcir la longueur de l'urtère, elle va travailler de façon synchrone avec la couche musculaire longitudinale de la vessie, cela va raccourcir la chicane et donc faciliter la propulsion de l'urine dans la vessie. La couche musculeuse circulaire de l'urtère travaille de façon synchrone avec celle de la vessie. Lorsque la couche musculaire circulaire de l'urtère se resserre, se contracte, elle diminue le calibre de l'urtère et au niveau de la vessie, cette couche musculaire fait un système de sangle autour du méa de l'urtère. Cette sangle écrase le méa urétéral et ferme l'orifice de l'urtère. La couche musculeuse longitudinale va donc faciliter la vidange de l'urtère et la couche circulaire va faciliter l'obturation de la vessie. C'est en fait les deux couches musculaires circulaires autour des méas urétéraux qui s'associent entre le côté gauche et droit pour former la barre interurétérale. C'est cette barre qui soulève la muqueuse et que l'on voit nettement à l'intérieur de la lumière vésicale. Si l'on utilise maintenant le schéma à droite, qui représente une vessie pleine, voici à la surface de cette vessie pleine, qui a une forme presque sphérique, la disposition des fibres musculaires. Il y a des fibres rouges circulaires, bleues longitudinales, et en noir, on retrouve la disposition des fibres plexiformes. La couche musculeuse circulaire va également se différencier autour du col de la vessie, donc autour de l'origine de l'urètre, pour former le sphincter lisse de la vessie. C'est le même phénomène que nous avions cité dans l'étude des sphincters du canal anal. Ce sphincter lisse, cette couche circulaire différenciée, est fixée vers l'avant à la symphyse pubienne par des ligaments pubo-vésicaux. La zone du col vésical, avec le sphincter lisse autour d'elle, est une zone fixe. Le reste de la vessie pourra se distendre pour se remplir. Le trigone, et en particulier le col vésical, ne bouge pas. Autre notion à retenir, c'est la différence de solidité entre ces couches musculaires. Une vessie qui lutte de façon chronique contre un obstacle, et c'est surtout le cas chez l'homme avec les maladies de la prostate, une vessie qui lutte va progressivement se distendre sans jamais complètement se vider. Avec le temps, les fibres circulaires et longitudinales vont souffrir de cette distension et progressivement se laisser distendre encore plus. La dernière couche qui va résister à la distension, c'est la couche plexiforme, ce qui fait qu'entre les mailles des fibres musculaires plexiformes pourront se former des hernies de la muqueuse qui passera donc entre ces mailles. Ces hernies forment des diverticules de la vessie. Les diverticules sont donc le propre d'une vessie qui lutte de façon chronique contre un obstacle. Voici une coupe horizontale du fond de la cavité pelvienne qui représente chez l'homme ici la vessie, en arrière l'appareil génital et plus dorsalement encore une coupe du rectum. La vessie est donc ouverte avec ses trois orifices, les deux méas urétéraux, gauche et droit, et entre deux la barre interurétérale, et ventralement le col vésical avec au fond du col vésical l'orifice de l'urètre. Nous allons bâtir la loge de la vessie en commençant par les tissus fibreux périphériques, c'est-à-dire le fascia pelvien pariétal. Ce fascia pelvien pariétal tapisse toute la périphérie du schéma en étant plaqué contre les muscles, en avant les muscles obturateurs internes et en arrière les muscles piriformes du bassin. Contre les viscères, ce qui va fermer latéralement la loge vésicale, ce sont les lames sacro-recto-génito-pubiennes.
Ce n'est autre que du fascia pelvien viscéral, extrêmement dense, extrêmement solide, tout particulièrement en bas au fond de l'entonnoir pelvien. Dorsalement, la loge de la vessie sera fermée par le fascia de Denonvilliers. Ce fascia de Denonvilliers est double, il passe en avant et en arrière des structures spermatiques, conduits déférents et vésicules spermatiques. Ventralement, la loge vésicale est fermée par le fascia ombilico-prévésical. Ce fascia est perforé par les ligaments pubo-vésicaux qui attachent le trigone vésical à la face postérieure du pubis. Il y a un espace entre le fascia ombilico-prévésical et le fascia pelvien pariétal collé à la symphyse du pubis. Cet espace s'appelle l'espace prévésical de Retzius. C'est un espace occupé par un riche tissu graisseux mélangé avec des plexus veineux très abondants, l'ensemble formant un coussin amortisseur entre la vessie et l'os du pubis. Il existe également un espace périvésical qui est donc autour de la vessie à l'intérieur de la loge vésicale. Voici une coupe sagittale qui passe par le plan médian et qui va détailler tout particulièrement les structures fibreuses en avant de la vessie. La vessie est représentée par ces trois couleurs vertes, c'est-à-dire à trois niveaux de remplissage différents. L'urètre est situé en arrière de la symphyse du pubis et on représente ici un ligament pubo-vésical qui attache le trigone de la vessie à la symphyse pubienne. La ligne bleue montre le péritoine pariétal qui va recouvrir l'intérieur des parois antérieures de l'abdomen, passer au-dessus de la vessie et former un cul-de-sac prévésical. Ce cul-de-sac va s'effacer lorsque la vessie sera vide. Ce cul-de-sac est net lorsque la vessie est pleine. Sous le péritoine pariétal, on retrouve l'ouraque, qui est donc le ligament qui va tirer vers le haut l'apex de la vessie pour l'attacher à la face profonde de l'ombilic. Dans le plan de l'ouraque, nous allons retrouver le fascia ombilico-prévésical. Ce fascia n'existe qu'autour de l'ouraque, entre l'ouraque et les artères ombilicales. Nous allons détailler cette structure dans le schéma suivant. Voici donc l'ombilic et à sa face profonde l'ouraque qui vient se fixer sur lui. Plus ventralement que le fascia ombilico-prévésical, on retrouve avec ses pointillés larges le fascia transversalis. Ce n'est autre que du fascia pariétal qui prend le nom de fascia transversalis lorsqu'il sera plaqué contre le muscle transverse de l'abdomen. En marron apparaissent les aponevroses des muscles droits et des muscles larges de l'abdomen qui forment la ligne blanche. Nous allons insister maintenant sur la structure du fascia ombilico-prévésical. Pour cela, nous présentons la paroi antérieure de l'abdomen vue par en arrière. En haut du schéma, on met en place l'ombilic et en bas du schéma, la vessie vide avec l'urètre en dessous d'elle pour la vidange et l'apex de la vessie qui est tiré jusqu'à l'ombilic par le ligament noir de l'ouraque. Le fascia ombilico-prévésical va être tendu par l'ouraque et de chaque côté par l'artère ombilicale. L'artère ombilicale était l'artère de l'embryon qui dirigeait le sang de l'embryon vers le placenta de la mère. Lors de la ligature du cordon ombilical à la naissance, l'artère ombilicale sera donc liée et elle s'arrêtera de circuler
dans la mesure où elle n'a pas de branche de décharge du sang. En fait, seule la partie de l'artère qui est située entre la vessie et l'ombilic va véritablement se boucher, se transformer en ligament. Mais il existe de chaque côté de la vessie de petites branches qui naissent de l'artère ombilicale et qui vont jusqu'à nourrir le détrusor. Ces artères vésicales vont laisser un flux artériel dans l'artère ombilicale uniquement jusqu'à leur naissance. Et c'est donc au-delà de ces artères vésicales que l'artère ombilicale va se boucher définitivement. Le fascia ombilico-prévésical est donc une structure qui dérive du fascia transversalis, mais qui est tendue entre ces trois reliefs ligamentaires, l'ouraque, l'artère ombilicale gauche et l'artère ombilicale droite. C'est donc une surface triangulaire qui est en avant et au-dessus de la vessie. Voici une coupe sagittale qui passe par le plan médian chez la femme et qui présente les rapports de la vessie. On va montrer les rapports de la vessie avec la cavité péritonéale et avec l'espace pelvis sous-péritonéal. La ligne bleue représente le péritoine, à la fois péritoine pariétal et péritoine viscéral. Les anses grêles sont prolabées dans le fond de la cavité péritonéale et elles seront donc en rapport avec le dôme de la vessie, c'est-à-dire la face supérieure de la vessie. De la même façon, le côlon sigmoïde peut basculer vers l'avant et le bas et venir se poser sur la face supérieure de la vessie. Ce sont donc les uns comme les autres des rapports avec la vessie à travers la cavité péritonéale. Autre rapport, celui que la vessie va contracter avec l'utérus. L'utérus est basculé vers l'avant et repose sur la face supérieure de la vessie. Il y a un profond cul-de-sac péritonéal entre vessie et utérus, c'est le cul-de-sac vésico-utérin. Ventralement, on retrouve l'ouraque et dans le plan de l'ouraque le fascia ombilico-prévésical, puis les structures de la paroi abdominale, muscle transverse, muscle droit de l'abdomen, et fascia transversalis à leur face profonde. Le ligament pubovésical qui est ici représenté fixe le trigone vésical à la face postérieure de la symphyse du pubis. L'espace compris entre le fascia transversalis en noir et le fascia ombilico-prévésical en gris forme l'espace de Redius. Et sur le schéma, de nombreuses structures veineuses sont représentées en coupe dans cet espace. En arrière, la vessie sera en rapport avec la cavité vaginale chez la femme et plus à distance avec le rectum. Bien évidemment, ces rapports se font à travers les fascias du pelvis, le fascia recto-vaginal qui est extrêmement dense et solide et qui se fixe sur le noyau fibreux central du périnée, et le fascia de Alban qui est représenté en pointillé volontairement car cette structure est plus fragile. Il est beaucoup plus difficile de trouver un plan de séparation entre la cavité vaginale et la vessie. Ce fascia de Alban se fixe caudalement sur les structures sphinctériennes du vagin, c'est-à-dire en fait le muscle constricteur du vagin. La vessie est en rapport au niveau de sa face inférieure avec le plancher du périnée. C'est un ensemble de structures ligamentaires et musculaires qui ferment donc le pelvis tout en bas et qui le séparent du périnée. Autour du col de la vessie, au-dessus du plancher du périnée, en noir, on représente ici le sphincter strié de l'urètre chez la femme. Nous verrons que le sphincter strié de l'urètre chez l'homme n'est pas placé autour du col vésical et de l'urètre, mais qu'il est placé autour de l'urètre et de la prostate.
Ensuite, on peut compléter le schéma par l'étage périnéal avec les structures érectiles du clitoris fixées sous la symphyse pubienne par le ligament suspenseur du clitoris. Voici une vue latérale gauche de la vessie chez l'homme et on ajoute sous la vessie les structures spermatiques, c'est-à-dire la prostate, avec la fin des voies spermatiques gauche. En noir, on représente ici la terminaison de l'urtère pelvien, ici urtère gauche. Voici le conduit déférent gauche qui passe au-dessus de l'urtère, puis qui revient proche de la ligne médiane à la face postérieure de la prostate. Sur ce schéma, on ajoute maintenant les structures artérielles. Voici l'artère iliaque interne et la branche ombilicale qui naît du tronc antérieur de l'artère. Cette artère ombilicale est représentée en rouge jusqu'à ce qu'elle donne les artères vésicales supérieures. Ce tronçon d'artère circule. Au-delà, l'artère est représentée en noir. Elle est obstruée et c'est déjà une structure ligamentaire. On représente maintenant une artère à visée génitale. Chez l'homme, cette artère s'appelle l'artère vésiculo-déférentielle. Elle est destinée au conduit déférent et à la vésicule séminale de chaque côté. Vient ensuite, toujours comme branche de l'artère iliaque interne, une artère à destinée vésicale, et chez l'homme, vésicale et prostatique. Cette artère s'appelle donc chez l'homme artère vésico-prostatique. Chez la femme, on parlera d'artère vésicale inférieure. Plus à distance de la vessie et de la prostate, la branche suivante est l'artère rectale moyenne, qui n'aura pas d'anastomose avec cette circulation très antérieure dans le pelvis. Ensuite, l'artère pudendale, qui n'est pas représentée sur toute sa longueur, va apporter un autre réseau artériel à la vessie. Ce sont des artères vésicales antérieures. L'artère pudendale circule sous le plancher du périnée et les artères vésicales antérieures devront donc traverser le plancher périnéal pour passer en avant de la vessie et apporter donc un flux sanguin supplémentaire. Il y aura donc au total 3 apports sanguins artériels pour la vessie, des artères vésicales supérieures, des artères inférieures et des artères antérieures. Voici maintenant un schéma qui présente la circulation veineuse sur les parois de la vessie. Ce schéma est une vue latérale gauche de la vessie, de la prostate et de l'urètre. C'est donc une vue du pelvis masculin. Il y a en fait tout autour de la vessie, dans la loge de la vessie, dans l'espace périvésical, une très riche circulation veineuse avec un courant de veines vésicales au-dessus du plancher pelvien. Ce sont les veines vésicales supérieures et d'autres veines en dessous du plancher pelvien. Ce sont les veines vésicales inférieures. Les veines vésicales supérieures rejoignent les veines iliaques internes et donc les veines iliaques communes. La vessie a donc un drainage veineux systémique uniquement, jamais de drainage portal. En dessous du plancher du pelvis, on parle de veines vésicales inférieures, tout aussi abondantes. Elles sont chez l'homme autour de la prostate et de l'urètre. Elles rejoignent la veine pudendale, qui elle-même se draine dans la veine iliaque interne. Il y a énormément d'anastomoses veineuses entre cette circulation vésicale et la circulation du périnée et de la paroi abdominale. Ces anastomoses sont matérialisées par des plexus veineux qui vont occuper l'espace de Retzius.
ce sont les espaces, les plexus vénus. Voici un schéma qui présente maintenant l'innervation de la vessie, innervation sensible. La vessie est représentée avec ses contours en vert, en bleu au-dessus la ligne du péritoine, et la première sensibilité est une sensibilité inconsciente, une sensibilité viscérale végétative qui est donnée par des capteurs de distension qui sont placés au-dessus du dôme vésical sous le péritoine. Lorsque la vessie se remplit, ces capteurs s'écartent et ainsi le système nerveux sympathique est informé du degré de remplissage de la vessie. Cette innervation sympathique va rejoindre ensuite les chaînes sympathiques en traversant les plexus hypogastriques inférieurs, dont l'un est représenté ici. Voici maintenant le sphincter lisse qui est schématisé autour du col de la vessie et en dessous le sphincter strié autour du sphincter lisse et autour de l'urètre. Il y a des récepteurs sensibles conscients autour du col de la vessie. Lorsque la vessie est remplie, il y a un peu d'urine qui peut descendre dans le col et l'origine de l'urètre, et cette partie seulement est sensible, et c'est celle qui provoque la sensation de besoin de miction. Cette sensibilité consciente est transmise par le nerf vésical, qui est un des nerfs du nerf pudendal, une des branches du nerf pudendal. Voici maintenant un schéma qui montre l'innervation motrice de la vessie. Il y aura pour la motricité vésicale une innervation sympathique, parasympathique et une innervation consciente. Le système parasympathique, qui provient des nerfs érecteurs, va traverser le plexus hypogastrique inférieur avec un relais, et ce système nerveux sera responsable d'une hypertonie du détrusor et dans le même temps d'un relâchement du sphincter lisse. Le système parasympathique sera donc un système qui facilitera la vidange de la vessie en contractant le muscle et en ouvrant le sphincter lisse. Le système sympathique aura un effet inverse. Il va provoquer un relâchement du détrusor et va donc faciliter le remplissage tout en augmentant le tonus du sphincter lisse et en fermant donc le réservoir. Il y a donc en permanence un équilibre entre les deux innervations. Lorsque la vessie est très remplie, le système sympathique et ses capteurs vont provoquer la vidange automatique de la vessie pour éviter que la distension n'abîme les fibres musculaires. Une vessie peut donc se remplir et se vidanger de façon automatique. C'est ce que l'on peut constater parfois dans certains traumatismes de la moelle avec une disparition de l'innervation consciente. Une fois que le système parasympathique provoque l'ouverture du col vésical et l'arrivée d'urine dans l'urètre, on ressent la sensation de besoin d'uriner. Il reste ensuite à fermer ou non l'urètre au moyen d'une innervation consciente. C'est le rôle du nerf vésical qui va commander le sphincter strié. Si l'on relâche le sphincter strié, on pourra, en augmentant la pression abdominale, vidanger le réservoir vésical. Si on stimule le sphincter strié, on retiendra encore le remplissage de la vessie et l'on retardera la vidange du réservoir.